Dans la nuit du 20 au 21 février 2026, une usine au cœur de la Russie profonde a pris feu. Pas à quelques kilomètres du front, pas dans une ville de province proche de la frontière ukrainienne, à Votkinsk, une ville industrielle enclavée dans la République d'Oudmourtie, nichée au pied des monts Oural, à plus de 1300 km de toute ligne de combat. C'est là, dans cette cité grise et silencieuse que l'Union soviétique avait transformée en forteresse de l'industrie balistique, que des missiles ukrainiens ont frappé l'une des installations les plus stratégiques de toute la Russie. Les images satellitaires publiées dans les jours suivants ont confirmé ce que beaucoup refusaient encore de croire. Un atelier de l'usine de construction mécanique de Votkinsk, responsable de la production des missiles Iskander-M, des Orekhnik et des Bulava, présentait un trou béant dans sa toiture, 30 mètres sur 24. Un incendie dont les flammes avaient consumé l'intérieur des structures de production. Et une question que personne, ni à Moscou, ni dans les chancelleries occidentales, ni dans les états-majors de l'OTAN, ne pouvait plus ignorer. Comment l'Ukraine a-t-elle fait ça ? Je suis Michel, analyste en géopolitique et sécurité internationale. Si vous souhaitez comprendre ce qui se passe réellement dans le monde, au-delà des manchettes, abonnez-vous à ce canal. Notre objectif est d'atteindre 4000 abonnés avant la fin du mois de mars, et votre présence ici compte vraiment. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question centrale autour de laquelle s'articule tout ce que nous allons analyser aujourd'hui. Parce que derrière cette frappe sur Votkinsk, il y a une réalité que les bulletins d'information n'ont pas encore pleinement mesurée. Il y a un missile dont personne ne parlait il y a 18 mois. Il y a une logique de guerre qui vient de changer. Et il y a enfin une démonstration de capacité industrielle et technologique ukrainienne qui oblige à reconsidérer l'ensemble de l'équation militaire dans ce conflit. Nous allons décortiquer tout cela, ce qui s'est passé exactement, ce qui a conduit à ce moment, ce que les experts observent avec attention, et surtout, ce que tout cela pourrait signifier pour la suite de la guerre. Pour comprendre ce qui s'est produit en février 2026, il faut remonter à l'été 2025. À cette époque, une start-up ukrainienne peu connue du grand public, Firepoint, dévoile publiquement un missile de croisière terrestre qu'elle a développé en moins de 12 mois. Le missile s'appelle FP5, son surnom, Flamingo. Les chiffres annoncés sont spectaculaires. Une portée de 3000 km, une ogive de 1150 kg, soit plus du double de celle du missile américain Tomahawk qui transporte environ 450 kg. Une vitesse subsonique d'environ 900 à 1000 km/h. Et un coût unitaire estimé entre 500 000 et 1 million de dollars, soit 4 à 5 fois moins cher que le Tomahawk. À sa présentation en août 2025, la réaction internationale est mitigée. Certains analystes saluent l'audace ukrainienne. D'autres soulignent les limites du système. Un temps de préparation au lancement pouvant aller jusqu'à 40 minutes, une masse au décollage 5 fois supérieure à celle du Tomahawk, et un système de guidage qui, dans sa version initiale, repose principalement sur la navigation satellitaire plutôt que sur le système TERCOM de suivi de terrain utilisé par les missiles occidentaux les plus sophistiqués. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, n'hésite pas. Il qualifie le Flamingo de missile le plus efficace de l'arsenal ukrainien. Les premiers emplois au combat ont lieu en octobre et novembre 2025. Des frappes sur des installations en Crimée, occupées et dans les zones arrières russes, les résultats sont jugés variables. Certaines frappes sont interceptées par la défense aérienne russe. D'autres atteignent leur cible. Mais c'est à partir de janvier 2026 que quelque chose change. Et c'est là que commence véritablement l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Tout commence au-dessus d'une steppe aride, dans la région russe d'Astrakhan, à environ 1500 km au sud-est de Moscou. C'est là que se trouve Kapustin Yar, l'un des sites militaires les plus secrets et les plus stratégiques de toute la Russie. Opérationnel depuis 1946, ce terrain d'essai balistique a été le théâtre des premiers essais nucléaires soviétiques. Aujourd'hui, c'est là que la Russie prépare et teste ses missiles balistiques à portée intermédiaire et intercontinentale. Et c'est là, surtout, que sont assemblés et mis en état de lancement les missiles Orekhnik, le système hypersonique que Vladimir Poutine a utilisé pour la première fois contre l'Ukraine en novembre 2024, frappant Dnipro, et, en janvier 2026, un site énergétique près de Lviv, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. Tout au long du mois de janvier 2026, les forces ukrainiennes ont mené une série de frappes contre les installations de Kapustin Yar. L'état-major ukrainien a confirmé, le 5 février, que des missiles FP5 Flamingo avaient été utilisés dans ces opérations. Les résultats ? Selon l'état-major ukrainien, plusieurs bâtiments du site ont subi des dommages de gravité variable. Un hangar a été significativement endommagé. Une partie du personnel a été évacuée. Des installations de servicing pour missiles balistiques à portée intermédiaire ont été touchées. Il faut s'arrêter un instant sur ce que cela signifie réellement.
Kapustin Yar est le site depuis lequel la Russie a lancé des Orekhnik sur des villes ukrainiennes. C'est l'infrastructure qui permet à Moscou d'utiliser comme menace existentielle un missile que ni l'Ukraine, ni la grande majorité des pays européens ne sont capables d'intercepter. Et c'est, pour la première fois dans l'histoire moderne, une installation liée à la préparation de missiles à capacité nucléaire, sur le territoire d'une puissance nucléaire, qui a été frappée par un État non nucléaire. L'Euromédan-Presse l'a formulé ainsi. Cette frappe représente le premier cas connu dans lequel un État non nucléaire a réussi à cibler l'infrastructure de préparation de missiles balistiques à capacité nucléaire sur le territoire d'une puissance nucléaire. Mais existe-t-il un détail qui change complètement cette analyse ? Oui. Et il est important. Les images satellitaires analysées par des groupes d'analyse open source comme Cyber-Borochno ont montré des résultats contrastés. Les dommages à Kapustin Yar ont été confirmés, mais jugés limités. Un hangar endommagé, des structures secondaires touchées. Pas la destruction totale que certains médias pro-ukrainiens ont initialement annoncée. Ce point compte, et nous y reviendrons. Parce qu'il éclaire quelque chose d'essentiel sur la nature réelle du Flamingo, à ce stade du conflit. 3 jours après la confirmation des frappes sur Kapustin Yar, dans la nuit du 11 au 12 février 2026, l'armée ukrainienne annonce avoir frappé un autre objectif. Cette fois, dans la région de Volgograd, à environ 300 km de la frontière ukrainienne. La cible, un dépôt appartenant à la direction principale des missiles et de l'artillerie de l'armée russe, connu sous l'acronyme GRAO, situé près de la localité de Kotluban. L'état-major ukrainien précise que 6 missiles FP5 Flamingo ont été utilisés dans cette frappe. Les résultats sont sans ambiguïté. Des explosions puissantes, suivies de détonations secondaires. Le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, confirme des explosions et ordonne des évacuations préventives dans les zones riveraines. Ce que représente ce dépôt, c'est là que réside l'importance stratégique de la frappe. Les stocks de munitions russes ne sont pas seulement des entrepôts. Ils sont la colonne vertébrale logistique de l'effort de guerre. Chaque obus d'artillerie, chaque munition de char, chaque roquette stockée dans ce type d'installation est destinée à alimenter les unités engagées sur les différents axes du front. Détruire un dépôt de cette taille, c'est priver les unités au front d'approvisionnement qui ne seront pas acheminées dans les semaines à venir. C'est créer une rupture dans la chaîne logistique à un moment où la Russie maintient une pression offensive sur plusieurs secteurs simultanément. Et voici ce que les analystes de Defense Express ont noté. Kapustin Yar et le dépôt de Kotluban sont séparés d'environ 120 km, tous deux protégés par des défenses aériennes denses. La Russie n'avait pas renforcé ses défenses après la première frappe. Cela suggère que le Flamingo avait acquis une capacité de vol à basse altitude améliorée, liée à l'intégration probable d'un système de type Tercom. Ce détail marque une évolution opérationnelle rapide et méthodique. Si vous suivez ce type d'analyse approfondie sur ce qui se passe réellement dans le monde, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo. Cela aide ces contenus à atteindre un public plus large. Puis vient Votkinsk. Et là, tout change d'échelle. Dans la nuit du 20 au 21 février 2026, des missiles ukrainiens parcourent une distance que l'état-major ukrainien chiffre à 1400 km de... Nous avons réalisé des frappes précises avec les missiles Flamingo à une portée de 1400 km. Je pense que c'est vraiment un succès pour notre industrie. Ce qu'est la fabrique de Votkinsk, c'est une réalité que peu de gens mesurent pleinement. L'usine de construction mécanique de Votkinsk n'est pas une installation parmi d'autres. Elle produit les missiles Iskander-M, utilisés des milliers de fois pour frapper des villes et des infrastructures civiles ukrainiennes. Elle produit les missiles Orekhnik, que Poutine agite comme une menace existentielle. Elle produit les RS-24 Yars, ICBM, au cœur de la dissuasion nucléaire terrestre russe, et les RSM-56 Bulava, missiles lancés depuis les sous-marins de la classe Borei. En un seul site, Votkinsk concentre une part considérable de la capacité russe à produire des missiles stratégiques et tactiques. Et c'est ce site qui a été frappé. Les images satellitaires publiées par des groupes d'analyse open source confirment les dommages. Un trou d'environ 30 mètres sur 24 dans la toiture de l'atelier numéro 22, selon les premières évaluations. Des traces d'incendie visibles sur l'emprise du bâtiment. Selon les analystes de Cyber-Borochno, l'épicentre de l'explosion se trouvait à l'intérieur du bâtiment, signifiant que les zones internes ont été consumées. Le gouverneur de la République d'Oudmourtie, Alexander Brechalov, a confirmé l'attaque sur la région, faisant état de dommages et de blessés. 3 personnes ont été hospitalisées. La défense russe, elle, a annoncé avoir abattu 77 drones ukrainiens ce soir-là, sans faire la moindre mention de menaces missiles. Zelensky a précisé que des missiles avaient été interceptés, mais que tous les missiles lancés avaient atteint leur cible. Un expert cité par Reuters et repris par plusieurs médias anglais
À résumer la situation avec une formulation mesurée mais significative, la frappe sur Votkinsk est significative mais pas critique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? L'usine de Votkinsk est immense. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes. Un atelier endommagé ne paralyse pas l'ensemble du complexe. Mais il crée une rupture dans une chaîne de production qui, par définition, ne peut pas facilement se délocaliser ou se reconfigurer. Et il envoie un signal que personne dans l'industrie de défense russe ne peut ignorer. Aucune installation, aussi éloignée qu'elle soit, n'est désormais hors de portée. C'est ici que l'on touche à la logique profonde de cette nouvelle stratégie ukrainienne. Pour comprendre ce changement de paradigme, il faut revenir à un chiffre publié par le Financial Times en octobre 2025. Entre août et septembre 2025, le taux d'interception ukrainien des missiles balistiques russes avait chuté de 37% à seulement 6%. L'armée américaine avait confirmé ce recul, attribué aux améliorations apportées par Moscou à ses systèmes de missiles. En clair, l'Ukraine devenait incapable d'arrêter les Iskander dans les airs. Alors elle a décidé de cibler les usines qui les fabriquent. Chaque Iskander qui n'est jamais construit ne frappera jamais une ville ukrainienne. C'est une logique de guerre industrielle, et le Flamingo en est l'instrument. Mais il y a une dimension que le récit officiel ukrainien tend à minimiser, et qu'une analyse sérieuse ne peut pas ignorer. Le Flamingo est entouré de controverses. Firepoint, son fabricant, a fait l'objet d'enquêtes sur son financement et ses liens avec des figures nommées dans des affaires de corruption en Ukraine. La société a elle-même été frappée par des missiles russes en février 2026, ce qui a temporairement affecté sa production. Zelensky a admis le 23 février que la production a été retardée, avant de préciser qu'elle avait repris. Et les taux de réussite des frappes restent variables. En décembre 2025, Zelensky lui-même avait reconnu que sur 5 missiles Flamingo tirés lors d'une opération récente, un seul avait détruit sa cible, les 4 autres ayant été interceptés. Ce contexte ne diminue pas la portée des frappes réussies. Il la replace dans une réalité opérationnelle complexe, dans laquelle le Flamingo est un outil prometteur, mais encore en développement, confronté à des défenses aériennes russes qui apprennent à s'y adapter. Et c'est dans cette tension entre la démonstration de capacité et les limites réelles du système que se situe l'enjeu stratégique des prochains mois. Comment le Flamingo parvient-il à atteindre des cibles aussi lointaines à travers les défenses aériennes russes ? La réponse réside dans sa conception de vol. Le missile est conçu pour voler extrêmement bas, à environ 50 mètres au-dessus du sol, en épousant les contours du terrain. Cette caractéristique le rend difficile à détecter par les radars conventionnels, qui ont des angles morts au ras du sol dans les zones vallonnées ou forestières. Sa vitesse subsonique, entre 900 et 1000 km/h, le rend également plus rapide à intercepter que les drones longue portée ukrainiens, qui volent à 250 à 350 km/h, mais plus vulnérables que les missiles hypersoniques. C'est dans cette fenêtre que réside sa force. Trop rapide pour de nombreux systèmes d'interception optimisés contre les drones, trop bas pour être facilement détecté en phase d'approche. L'évolution vers un système de type Tercom permettrait au Flamingo d'améliorer sa capacité de pénétration. Les analystes de Defense Express suggèrent que cette amélioration est peut-être déjà intégrée dans les versions de février 2026, ce qui expliquerait pourquoi les défenses autour de Kapustin Yar n'ont pas été renforcées avant la deuxième frappe. Maintenant, je veux connaître votre point de vue. Selon vous, est-ce que l'Ukraine peut transformer le Flamingo en outil de guerre industrielle systématique contre la Russie, ou les défenses russes vont-elles s'adapter trop rapidement ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. La question de la production est centrale. Firepoint a annoncé en septembre 2025 avoir atteint une cadence de 50 missiles par mois, avec un objectif de 7 missiles par jour d'ici fin 2025. Le gouvernement danois a annoncé qu'une filiale de Firepoint commencerait à produire du carburant pour fusées solides pour le Flamingo au Danemark à partir du 1er décembre 2025, signe d'un ancrage industriel occidental dans le programme. Mais les frappes russes sur les installations de production ukrainiennes ont perturbé ces calendriers. Et Zelensky a reconnu que l'augmentation de la production dépend du financement et de la disponibilité de certains composants. Ce point est crucial. Une campagne de frappe industrielle profonde exige un approvisionnement régulier en missiles. Si Firepoint ne tient pas ses objectifs de production, l'Ukraine ne pourra pas maintenir cette pression. Et Moscou, de son côté, va chercher à protéger ses sites, à déplacer ses productions, à disperser ses stocks. C'est une course dont l'issue reste indéterminée. Pendant que le Flamingo frappe en profondeur, une autre dynamique se développe à l'intérieur même de la Russie. Et elle est peut-être plus révélatrice de l'état réel du régime de Poutine que n'importe quelle frappe ukrainienne. Depuis le début de l'année 2025, la Russie connaît une vague sans précédent d'arrestations de hauts fonctionnaires régionaux pour corruption.
Selon les données compilées par le canal Telegram indépendant CHTTD, cité par le Moscow Times, au moins 28 hauts responsables, dont des ministres régionaux, des vice-gouverneurs et leurs adjoints, ont fait l'objet d'enquêtes criminelles au cours des seuls premiers mois de 2025 pour des chefs allant de la corruption et la fraude à des détournements de fonds publics. Ce chiffre représenterait une accélération spectaculaire par rapport aux années précédentes. Selon Novaya Gazeta Europe, près de la moitié de toutes les arrestations de hauts fonctionnaires au cours des 10 dernières années ont eu lieu depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Les cas les plus emblématiques concentrent tous un même schéma. Des fonds alloués à la construction de fortifications défensives ou à l'approvisionnement des unités militaires dans les régions frontalières, détournés au profit d'intérêts privés. Dans la région de Koursk, l'ancien gouverneur Alexei Smirnov et son premier adjoint ont été arrêtés pour fraude dans la construction d'ouvrages défensifs. Dans la région de Belgorod, des responsables sont accusés d'avoir détourné des fonds destinés à l'approvisionnement des unités militaires stationnées près de la frontière. Dans la région de Krasnodar, 7 vice-gouverneurs ont fait l'objet de poursuites au cours des 10 dernières années, dans ce que les observateurs décrivent comme un paradis de la corruption régionale. Et il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu dans les analyses habituelles. Roman Starovoit, l'ancien gouverneur de Koursk, transféré au poste de ministre des Transports par Poutine en juillet 2025, a été retrouvé mort peu après sa révocation, dans ce qui a officiellement été qualifié de suicide. Selon des sources citées par Farid Daily, publication indépendante spécialisée dans les informations provenant des élites russes, cette mort a choqué les cercles gouvernementaux. Elle survient au moment même où une enquête sur des détournements de fonds liés aux fortifications de la région de Koursk commence à pointer dans sa direction. Comment interpréter cette vague d'arrestations ? Les analystes sont partagés. Certains, comme l'experte en sciences politiques russe Yekaterina Shulman, citée par Novaya Gazeta Europe, la lisent comme une tentative de maintenir la peur à l'intérieur du système sans déclencher une purge totale. Pour qu'une autocratie survive, elle doit instiller la peur, mais sans laisser libre cours à une terreur totale, dit-elle. D'autres, comme l'expert anticorruption Ilya Shumanov, cité par l'OCCRP, y voient moins une lutte contre la corruption qu'un processus de renationalisation des flux financiers et de redistribution des actifs vers des figures plus proches du Kremlin. La campagne est moins politiquement ciblée, mais plus sévère dans le choix de ses victimes, dit-il. Ce que l'ensemble de ces éléments révèle, c'est une tension profonde au cœur du système de pouvoir russe. Les élites régionales, que Poutine a laissé s'enrichir en échange de leur loyauté, ont développé des pratiques prédatrices qui empiètent sur les ressources nécessaires à l'effort de guerre. La corruption s'est infiltrée jusqu'aux fonds alloués à la défense. Et le Kremlin se retrouve à devoir sacrifier ses propres créatures pour maintenir l'efficacité d'une machine de guerre dont les fondements sont fragilisés par des années de prédation systémique. C'est un paradoxe, avec une conséquence directe sur le front. Les soldats russes, qui manquent d'équipement, voient parfois leur situation comme le résultat de détournements opérés par des fonctionnaires. C'est une source de ressentiment qui mine la cohésion de l'effort de guerre d'une façon que les frappes ukrainiennes seules ne pourraient pas provoquer. Et maintenant, il y a un élément que nous avons mentionné au début de cette analyse, et qui, sous cet angle, prend une signification complètement différente. Rappelez-vous, nous avons évoqué les limites du Flamingo, son taux d'interception parfois élevé, sa production perturbée par des frappes russes, sa mise au point encore en cours. À l'époque, cela semblait indiquer une arme prometteuse mais incertaine. Mais regardez maintenant le tableau d'ensemble. Le Flamingo a frappé Kapustin Yar, la base de lancement des Oreknik, les missiles que Poutine présente comme le symbole de l'invulnérabilité stratégique de la Russie. Il a frappé Kotluban, un dépôt de munitions de première importance logistique, et il a frappé Votkinsk, le cœur de la production balistique russe, à plus de 1300 km de la frontière. 3 frappes en moins d'un mois. 3 installations que Moscou présentait comme hors de portée. Et le tout dans un contexte où la Russie est, simultanément, secouée par une purge interne qui fragilise ses structures de commandement régional. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un missile, c'est l'histoire d'une stratégie. Une stratégie qui consiste à attaquer non pas le corps de l'armée russe, mais son système nerveux, industriel et logistique. Et cette stratégie vient de franchir un seuil dont personne ne peut encore mesurer pleinement les conséquences. Ce que les experts observent maintenant avec le plus d'attention, c'est la question de la résilience industrielle russe. Les spécialistes de l'Institut international d'études stratégiques et les chercheurs en économie de défense qui suivent la production russe notent plusieurs choses. D'abord, la Russie a intensément dispersé certaines de ses productions sensibles après les premières frappes ukrainiennes sur des sites industriels en 2024. Elle a également tenté de doubler certaines capacités de production et d'accélérer ses chaînes d'approvisionnement.
Mais Votkinsk représente une structure difficile à dupliquer. Les infrastructures spécialisées pour la fabrication de missiles balistiques ne se construisent pas en quelques semaines. Les ingénieurs qualifiés ne se forment pas en quelques mois. Et les chaînes de certification pour des systèmes à charge nucléaire nécessitent des procédures qui prennent des années. Ce qu'un expert cité par Scripps News formule avec précision, chaque Iskander qui n'est jamais construit ne frappera jamais une ville ukrainienne. C'est la logique de cette campagne, et elle oblige Moscou à faire des choix. Renforcer la protection de sites industriels profondément à l'intérieur du territoire russe, ce qui consomme des ressources en systèmes de défense aérienne qui font déjà défaut sur d'autres fronts. Ou accepter que ces installations de production restent vulnérables et gérer les conséquences industrielles à long terme. Fabian Hoffmann, chercheur à l'université d'Oslo, spécialisé dans la technologie des missiles, a formulé ainsi dans une analyse du 25 février 2026 la frappe de Votkinsk marque la première fois que l'Ukraine a réussi à frapper un objectif central de l'industrie des missiles russes en utilisant une capacité de frappe lourde. Il souligne que le Flamingo pourrait devenir un complément structurel à l'arsenal ukrainien, ciblant des installations que les drones ne peuvent pas détruire en raison de leur charge utile limitée. Voyons maintenant les scénarios possibles. Ils sont au nombre de 3, et aucun d'entre eux n'est simple. Le premier scénario est celui de l'escalade maîtrisée. L'Ukraine continue de développer et de déployer le Flamingo contre des cibles industrielles et militaires russes de haute valeur, en parallèle des négociations diplomatiques qui se déroulent dans différents formats. Moscou, confronté à des dommages croissants sur son tissu militaro-industriel, est amené à recalculer le coût de la poursuite de la guerre. Ce scénario suppose que la production de Flamingo monte effectivement en puissance, que les taux d'interception restent dans des limites acceptables, et que l'Ukraine préserve ses capacités de lancement face aux contre-frappes russes sur ses sites industriels. C'est le scénario le plus favorable à Kiev, mais aussi le plus conditionnel. Le deuxième scénario est celui de la course aux contre-mesures. La Russie adapte ses défenses et accélère la reconstruction de ses capacités industrielles. Les frappes de janvier et février 2026 restent des coups significatifs, mais isolés, sans capacité à transformer durablement l'équation industrielle. C'est le scénario que privilégient les analystes les plus prudents, qui rappellent que la Russie a une longue tradition de résilience face aux dommages infligés à son industrie de défense. Le troisième scénario est celui de l'instabilité structurelle russe. La combinaison des frappes ukrainiennes en profondeur, des perturbations logistiques, de la purge interne du Kremlin et de la pression économique liée aux sanctions produit un effet cumulatif qui fragilise progressivement la capacité de la Russie à maintenir l'intensité de ses opérations offensives. Dans ce scénario, la négociation n'est pas une option choisie par Moscou, mais une nécessité imposée par la dégradation interne. C'est le scénario le plus incertain et probablement le plus long à se matérialiser, si tant est qu'il se matérialise. Il y a un dernier élément que nous n'avons pas encore mentionné et qui appartient à la dimension géopolitique de tout ce tableau. La Hongrie du Premier ministre Viktor Orban a annoncé son intention de bloquer une tranche de 90 milliards d'euros de prêts européens destinés à l'Ukraine, en représailles à ce qu'il décrit comme un blocus pétrolier, imposé par Kiev sur le pipeline Druzhba, qui achemine du pétrole russe vers Budapest et Bratislava. Orban accuse Zelensky de mentir sur les raisons de l'interruption des livraisons et menace de bloquer toute nouvelle mesure européenne d'assistance à l'Ukraine, jusqu'à la reprise des approvisionnements. Budapest et Bratislava, membres de l'Union européenne et de l'OTAN, sont les deux seuls pays du bloc à avoir continué, voire augmenté, leurs importations d'énergie russe depuis l'invasion de 2022. Cet épisode illustre une fracture que les frappes ukrainiennes ne peuvent pas résoudre seules. La cohésion occidentale autour du soutien à Kiev reste une variable politique, soumise aux intérêts domestiques de gouvernements qui n'ont pas tous le même rapport à la dépendance énergétique russe. Cette variable pèse directement sur les capacités financières de l'Ukraine, y compris pour le programme Flamingo. Et maintenant, revenons à ce que nous avons dit au tout début de cette analyse. Votkinsk. Cette usine qui brûle dans la nuit du 20 au 21 février 2026, à plus de 1300 km du front. Nous avions dit que la question centrale était « Comment l'Ukraine a-t-elle fait ça ?» Nous avons maintenant les éléments pour y répondre pleinement. L'Ukraine a fait ça parce que, confrontée à des restrictions occidentales sur l'utilisation de missiles fournis par ses alliés, elle a décidé de construire les siens. Elle a fait ça parce qu'une start-up née d'un groupe d'amis issus de la construction, du design de jeux vidéo et de l'architecture, a réussi, en moins d'1 an, à développer un missile de croisière qui a désormais frappé l'une des installations de défense les plus stratégiques de la Russie. Elle a fait ça parce que la logique de la guerre s'est transformée. Il ne s'agit plus seulement de tenir le front, mais d'attaquer les fondements industriels qui permettent à l'adversaire de maintenir sa pression. Et voilà que ce détail, mentionné en introduction, ce trou béant dans le toit d'un atelier à Votkinsk,
prend une signification complètement différente. Ce n'est pas seulement un dommage matériel, c'est le symbole d'un changement de paradigme. L'Ukraine n'est plus seulement un pays qui défend son territoire. C'est un pays qui, avec des moyens limités et des délais remarquablement courts, a réussi à projeter une puissance de frappe à l'intérieur même des... Cela ne signifie pas que la guerre est terminée. Cela ne signifie pas que la victoire est assurée. Les défis qui restent devant l'Ukraine, en termes de production, de financement, de cohésion du soutien occidental et de pression militaire russe sur le terrain, sont immenses. Mais cela signifie que les termes du conflit ont changé. Et que les prochains mois, avec l'évolution des capacités du Flamingo, la trajectoire des négociations diplomatiques et la dynamique interne du régime de Poutine, seront déterminants pour comprendre où cette guerre nous mène. Nous continuerons à suivre ces développements avec la même rigueur analytique. Si cette analyse vous a apporté une compréhension plus profonde de ce qui se passe réellement, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre le monde au-delà des titres. Laissez un commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Nous nous retrouvons très bientôt pour la prochaine analyse.